Dans cette vidéo, nous poursuivons l'exploration de la méthode dite de comparaison de vraisemblance pour pouvoir comparer des modèles statistiques entre eux et pouvoir retenir le modèle le plus vraisemblable dans une situation donnée. Mais cette fois-ci, nous allons regarder la situation dans laquelle il n'est pas possible, par hypothèse, de remplacer π, le paramètre inconnu de probabilité, par une valeur numérique précise. Par exemple, dans l'expérience de Buzzi et Loftus, sous le scénario de la chance seule, il était facile pour nous de faire le raisonnement suivant. Si les gens ont de la chance, il y a une chance sur 6 de tomber sur le vrai coupable. Par conséquent, π, selon ce scénario, peut être remplacé par 1/6. Et tout d'un coup, le calcul par la loi binomiale d'une vraisemblance devient possible. Mais imaginez qu'on dise la chose suivante. Imaginez qu'on dise les gens n'ont pas eu de la chance, il y a un biais dans la procédure. Il y a quelque chose dans la situation de présentation des suspects qui oriente le repérage par les témoins du vrai coupable, alors même qu'ils n'ont aucune information et qu'ils n'ont pas assisté à la scène de crime. Ça, ce serait une théorie concurrente possible dans l'expérience de Buzzi et Loftus. Comment va-t-on traduire ça d'un point de vue statistique? On va dire la probabilité de reconnaître le vrai coupable, dans ce cas, elle est plus grande que 1/6. Mais par contre, on ne sait pas combien. Vous comprenez comment, dans cette théorie psychologique-là, pour la même situation, nous sommes capables de traduire par une hypothèse statistique l'hypothèse d'un biais de procédure, mais cette hypothèse statistique est complexe. Elle dit la probabilité de bonne reconnaissance est supérieure à 1/6. Et tout d'un coup, on est en difficulté car le fait de savoir ou de poser que π est supérieur à 1/6 ne nous permet pas ipso facto de faire un calcul binomial. Nous ne savons faire un calcul que si nous savons remplacer une probabilité par un nombre, tandis que notre hypothèse nous amène ici plutôt à un intervalle, à un raisonnement sur un intervalle. Alors, on peut difficilement faire un calcul avec un intervalle, mais on peut par contre faire ou plusieurs calculs avec ce que j'ai envie d'appeler des valeurs candidates. Imaginez que j'essaye des valeurs, simplement j'essaye des valeurs. Je vais prendre comme candidat possible 0,25, 0,5 et 0,75. D'accord ? Vous pourriez saisir ces valeurs de π, 0,25, 0,50, 0,75, dans le petit graphique binomial interactif de la vidéo précédente, et puis en passant votre souris sur les sommets de bâton, vous verriez apparaître les résultats de calcul de probabilité binomiale qui sont ici, par application directe de la formule binomiale, en remplaçant π et 1 moins π par 0,25 et 1 moins 0,25 ici, 0,5 et 1 moins 0,5 ici, 0,75 et 1 moins 0,75 ici, autrement dit π prend à chaque fois une valeur candidate différente, on arrive à des vraisemblances pour x égale 14, pour un nombre de personnes identifiant correctement le coupable égal à 14, qui sont respectivement de 0,048, 0,0211, et puis ici ce nombre nettement plus petit. Quand j'essaye plusieurs valeurs candidates possibles pour π, je vois que les vraisemblances sont potentiellement très différentes. Sans doute, certaines valeurs candidates de π sont plus vraisemblables que d'autres. Une approche possible pourrait consister à se dire « je ne sais pas ce qu'est π, la probabilité de bonne reconnaissance dans cette expérience, mais je pourrais prendre la valeur de π qui maximise la vraisemblance. » Et cette approche-là est très répandue en statistique. On l'appelle l'approche par maximisation de la vraisemblance, et on en avait déjà dit un mot dans la vidéo précédente. Mais ce n'est pas l'approche qu'on va adopter ici, vous allez le voir, on va en prendre une autre qui présente un certain nombre d'avantages. Nous, ce qu'on va faire, c'est que nous allons essayer ces différentes valeurs, et chacune de ces valeurs de π, 0,25, 0,50 et 0,75, je vais les appeler des valeurs candidates. Pour l'instant, on n'en prend que 3, mais on va bientôt en prendre bien plus que ça. En réalité, on va toutes les prendre, toutes les valeurs possibles entre 0 et 1. Pour l'instant, pour expliquer le raisonnement, je n'en prends que 3. Chacune de ces valeurs candidates de π nous amène à une vraisemblance différente. Et l'idée est la suivante. L'idée est que, en l'absence de connaissances sur π, nous allons toutes les essayer, ces valeurs de π, et nous allons ensuite moyenner les vraisemblances. On va appeler vraisemblance intégrée la vraisemblance qui résulte de ce calcul de moyenne. En moyennant les vraisemblances pour chacune des valeurs candidates possibles, nous obtenons une mesure de vraisemblance, une valeur de vraisemblance unique, qui est une moyenne, et qu'on va appeler la vraisemblance intégrée, tout simplement parce qu'elle intègre les valeurs candidates possibles sur le paramètre de probabilité inconnu. Par exemple ici, deux scénarios dans cette approche par vraisemblance intégrée pourraient être
utiliser. Imaginons, c'est un premier scénario possible, que plein de gens aient fait l'expérience de Bézier et Loftus à leur suite, et que dans toutes ces expériences, au fond, on n'ait jamais vu apparaître que trois valeurs, 0,25, 0,50 et 0,75, comme fréquence de désignation du vrai coupable. C'est évidemment très peu réaliste, mais je vous demande d'accepter ce scénario juste pour l'illustration. Imaginons ça. Par ailleurs, dans les études en question, non seulement on a vu apparaître que ces trois valeurs-là, mais quand même le 0,50 apparaissait 2 fois plus souvent. On va dire, globalement, le 0,50 a l'air d'être une valeur plus plausible que le 0,25 et le 0,75. Si je veux calculer une vraisemblance intégrée, c'est-à-dire une vraisemblance moyenne pour ces trois scénarios possibles, j'ai tout intérêt à donner plus de poids dans le calcul de cette moyenne à la valeur 0,5 parce qu'elle est apparue plus souvent et qu'elle est donc par conséquent plus plausible. Alors c'est exactement ce qu'on fait ici dans l'équation 5, qui se trouve ici. Dans cette équation 5, je prends les trois vraisemblances, ici, là et là. Je les coefficiente par plausibilité. La deuxième étant apparue 2 fois plus souvent, je lui donne un coefficient de 2 et les autres un coefficient de 1. Et j'additionne à ces coefficients près les trois vraisemblances. Je divise ensuite par la somme des coefficients, exactement comme vous feriez quand vous calculez votre note en fin de semestre avec les coefficients par discipline, c'est la même idée. C'est une simple formule de moyenne pondérée qui donne à chaque vraisemblance la plausibilité qu'on lui connaît par des expériences antérieures. En faisant ce calcul, on trouverait ici une vraisemblance intégrée de 0,02275 et quelques. Voilà le principe général. Le principe général va être ici de dire, en l'absence de connaissances précises sur le paramètre de probabilité inconnue, nous allons nous appuyer sur des informations antérieures, collectées par exemple à la faveur d'études, qui nous permettent, pour un certain nombre de valeurs candidates possibles de pi, de leur accorder une plausibilité plus ou moins importante, et les vraisemblances résultantes possibles vont être simplement moyennées en utilisant ces coefficients de plausibilité. On va dire que dans cette situation, nous disposons d'une information a priori, à travers des études antérieures. Autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas forcément la situation la plus fréquente en psychologie quand on teste un modèle statistique dont le paramètre est inconnu. Très souvent, on n'a pas du tout d'information a priori. Et dans ce cas, on va faire la chose suivante. Si on est dans la situation où on n'a pas du tout d'a priori, d'information a priori, alors on traduira notre méconnaissance sur la plausibilité des différentes valeurs candidates possibles pour pi, en accordant à ces valeurs de pi, à toutes ces valeurs de pi, la même plausibilité dans notre calcul de moyenne. Donc il n'y en aura pas une qui dominera les autres dans ce calcul de moyenne, elles auront toutes le même poids. C'est ce que nous faisons ici dans l'expression, dans la formule 6. On calcule simplement la somme des trois vraisemblances obtenues avec les trois valeurs candidates de 0,25, 0,5 et 0,75, puis ensuite on divise par 3 pour obtenir une vraisemblance moyenne équipondérée. C'est ce que nous ferons à chaque fois que nous ne disposons pas d'informations laissant penser que telle ou telle valeur de pi serait plus plausible qu'une autre. Ce sera le calcul de la vraisemblance intégrée, dirons-nous, en l'absence de toute information a priori. On dira encore avec un a priori non informatif, c'est-à-dire avec un coefficientage qui donne le même poids à chacune des vraisemblances candidates possibles. C'est cette idée que je voudrais vous faire explorer dans le petit atelier qui suit. Cette idée, je voudrais la pousser finalement de manière plus réaliste dans la situation où on donne à pi toutes les valeurs possibles. Pas seulement 3 ici, c'était évidemment très grossier comme calcul, mais c'était pour illustrer le principe. Ce que j'aimerais, c'est que nous fassions un calcul de moyenne un peu spécial, un calcul de moyenne où on moyenne une infinité de vraisemblances. Et oui, parce qu'il y a une infinité de valeurs possibles pour pi, comprises entre 0 et 1 potentiellement. Et pour chacune de ces valeurs de pi, il y en a donc une infinité, il y aura une vraisemblance résultante. Il y a donc une infinité de vraisemblances à moyenner. Alors ça peut vous paraître un petit peu étrange, mais ceux d'entre vous qui ont un peu de bagage mathématique et qui ont étudié un tout petit peu le calcul intégral savent qu'on sait en mathématiques faire des calculs de moyenne sur une infinité de valeurs, ça s'appelle le calcul intégral. Et c'est ce que nous allons faire dans l'atelier qui suit, mais on ne va pas le faire de manière mathématique, on va le faire de manière informatique avec un petit atelier de simulation. Regardez bien, dans cet atelier qui suit, eh bien, la situation que nous avons commentée ensemble se trouve représentée sur ce graphique qui est ici. Vous voyez
comment dans la situation de Buzzy et Loftus, où 14 personnes ont correctement reconnu le coupable sur les 40 interrogés, nous essayons ici 3 valeurs candidates. Alors ce n'est pas tout à fait les mêmes que dans mon exemple précédent, mais vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Je prends ici 0, 0,5 et 1 comme valeur candidate possible pour pi. Et le trait orange que vous avez ici représente la moyenne des hauteurs de bâton. Autrement dit, la moyenne des vraisemblances. Quand pi est égal à 0, la vraisemblance est nulle. Quand pi est égal à 1, la vraisemblance est nulle également. Quand pi est égal à 0,5, la vraisemblance est de 0,0211. En moyenne, ces 3 bâtons sont de hauteur 0,007. Autrement dit, la valeur que vous avez là, c'est la valeur de vraisemblance moyenne, c'est la valeur de vraisemblance intégrée, et elle se trouve aussi représentée par le niveau où est la ligne orange ici. Voilà ce que nous allons faire progressivement. Nous allons augmenter le nombre de valeurs candidates. 3, avons-nous dit, c'est évidemment très grossier. Je peux peut-être augmenter un peu et passer par exemple à 16 valeurs. Et je vois que ma vraisemblance moyenne, représentée matériellement par la ligne orange, ici, a changé un peu de valeur. Et si j'augmente en poussant mon nombre de valeurs candidates vers l'infini, ici je suis à 51 valeurs, 91 valeurs, et ainsi de suite, je finis par obtenir une courbe qui à terme pourrait être parfaitement continue. Cette courbe que vous devinez ici, et qui réunit tous les sommets de bâton, on l'appelle la fonction de vraisemblance. C'est la fonction qui donne la valeur de vraisemblance d'un modèle binomial pour une valeur de probabilité particulière que nous prendrions. Et ce que nous avons ici avec le trait orange, c'est la moyenne de toutes ces hauteurs de bâton. Ici, il y en a un certain nombre, 971 dans mon cas. C'est ces 971 valeurs de vraisemblance qui se trouvent ici moyennées, mais si notre curseur allait plus loin, on pourrait le pousser vers l'infini, vous découvririez qu'en fait la valeur qui s'affiche ici, 0,0244, ne changerait pas beaucoup et qu'elle irait vers 0,0245 en réalité. Nous, dans notre petit simulateur, nous voyons qu'elle tend vers cette valeur limite de 0,0244. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on ne savait pas trop ce qui allait se passer en moyennant une infinité de valeurs. On découvre qu'en moyennant une infinité de valeurs, on obtient bien une valeur numérique unique, une limite, et c'est cette limite qui nous intéresse parce que ce que nous voulons, nous, c'est en effet calculer une vraisemblance unique pour un modèle donné. Ça nous rend capable de calculer une vraisemblance pour un modèle binomial dont nous ignorons le paramètre. Simplement, nous prenons toutes les valeurs possibles du paramètre et nous moyennons les vraisemblances résultantes pour obtenir une vraisemblance intégrée. On peut faire cette opération en variant un certain nombre de choses. On peut par exemple imaginer que nous n'ayons interrogé que 7 personnes et que parmi elles, 5 personnes seulement ont reconnu le vrai coupable. Et là encore, quand je fais varier le nombre de valeurs candidates de 3 jusqu'à 1000 potentiellement, eh bien je vois que la vraisemblance intégrée correspondante tend vers une limite qui est très proche de 0,125. De la même façon, si je dis que 9 personnes ont été interrogées, alors je verrai apparaître une limite très proche de 0,10 avec ce nouvel ensemble de valeurs. Ou encore, si je m'amuse à changer cette fois-ci le nombre de succès, en gardant constant le nombre de personnes interrogées, imaginons que ce soit 6 personnes qui aient correctement reconnu le vrai coupable. Vous voyez que la distribution, plus exactement la fonction de vraisemblance ici se déplace, se déforme, mais de façon très intéressante, la vraisemblance moyenne ne change pas. Le trait orange est resté très stable. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est encore le cas si je m'amuse à passer à 7 succès? La fonction de vraisemblance change de forme, mais la limite reste toujours de 0,09999 et ainsi de suite. Et j'observe la même chose si j'augmente encore pour passer à 8 le nombre de bonnes reconnaissances. Donc très curieusement, mais de façon quand même intéressante, il semblerait que la limite vers laquelle tend la moyenne des vraisemblances ne semble pas être impactée par le nombre de succès. J'ai vu par contre qu'en changeant le nombre de sujets, tout à l'heure ça jouait sur les valeurs que nous avions ici, tour à tour 0,0125 par exemple, ou bien ici 0,10. Mais par contre, quand je varie le nombre de succès, ça n'a pas l'air de changer la vraisemblance moyenne, la vraisemblance intégrée. Je peux faire le même type de petite expérience en interrogeant 19 sujets.
dont 15 par exemple auraient reconnu le vrai coupable, et là aussi il semble que la limite apparente soit de 0,05. Si je m'amuse à changer les valeurs de succès en la passant à 16, ou bien à 17, ou bien à 18, eh bien, vous pouvez constater que là encore, la moyenne des vraisemblances ne change pas. Alors, si on essaye de tirer des conclusions de cette petite expérimentation, en la complétant éventuellement d'une augmentation un peu arbitraire ici du nombre de sujets interrogés, par exemple, si j'en mets 50, j'obtiens ici quelque chose qui est proche de 0,02. Si j'en mets 100, j'obtiens quelque chose qui est plus proche ici de la valeur 9 millième, donc une valeur qui est plus petite que la précédente. Je vois bien qu'en augmentant le nombre de sujets, en moyenne, la vraisemblance diminue. On n'est pas très surpris, puisqu'on l'a déjà observé et expérimenté avec le lancer du dé. On a dit qu'en effet, plus on avait d'observations, plus la vraisemblance était petite, car elle est le résultat d'une multiplication de probabilités qui sont très nombreuses. Donc on n'est pas très surpris de ce résultat. Mais on peut le noter, quand on augmente le nombre de sujets interrogés, on voit que la vraisemblance, globalement, tend à diminuer en moyenne. Au final, si on réunit tous les morceaux de ce que nous avons découvert dans ce petit atelier, c'est d'une part, une première chose, c'est que la moyenne des vraisemblances tend bien vers une limite. Et ça, c'est plutôt intéressant pour nous, parce que c'est précisément ce que nous souhaitons. On souhaite pouvoir attribuer à un modèle une valeur de vraisemblance, qui est naturellement finie, en prenant en compte une infinité de valeurs. Et on voit bien qu'ici, en lui donnant un grand nombre de valeurs candidates, ça tend vers une limite, et on peut supposer que c'est bien la même limite qui vaudra à l'infini, en extrapolant. Par conséquent, c'est un premier point très important. Le deuxième point important, c'est que la vraisemblance semble changer quand on augmente le nombre d'observations, mais pas quand on change le nombre de succès. Change avec le nombre de sujets, mais pas avec le nombre de succès. Et pour donner du sens à cette petite synthèse que nous faisons de notre expérience dans cet atelier, eh bien on va regarder ensemble le petit développement théorique qui suit en dessous, car il résume la totalité de ce que vous devez retenir de cet atelier. C'est que, d'une part, la vraisemblance intégrée, qui va nous servir de mesure de qualité de modèle, pour un modèle binomial dont on ignore le paramètre de probabilité, eh bien, cette vraisemblance intégrée dans son calcul complet, c'est-à-dire en prenant en compte toutes les valeurs possibles de pi, ne dépend pas du nombre de succès. Elle ne dépend que du nombre d'observations que nous avons dans l'échantillon. Et en fait, la formule à laquelle on arrive quand on fait un petit calcul mathématique qui s'appelle un calcul d'intégrale, pour ceux d'entre vous qui sont un petit peu curieux ou qui ont un petit background mathématique, vous pouvez regarder dans le manuel de cours la section où se trouve démontrée cette propriété. On peut démontrer que cette moyenne de toutes les vraisemblances, calculée quand on prend la totalité des valeurs possibles comprises entre 0 et 1, en réalité une infinité de valeurs, eh bien prend une valeur finie qui est 1 sur n plus 1, où n est la taille de l'échantillon, c'est-à-dire le nombre d'observations. C'est la raison pour laquelle, quand on avait 9 sujets interrogés, nous trouvions 0,10, c'est-à-dire 1 divisé par 9 plus 1, 1 dixième. C'est la raison pour laquelle, quand nous avions 19 observations, nous trouvions 0,05 comme limite, c'est-à-dire 1 divisé par 20. Cette formule est extrêmement simple, elle est même un peu magique compte tenu de la complexité du raisonnement qui y mène. Et je vous demande de la retenir, comme elle est simple, je vous demande de la retenir car nous allons l'utiliser dans de nombreux contextes. Retenez-la pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une formule qui nous permet de calculer la vraisemblance d'un modèle dont on ignore la valeur précise du paramètre de probabilité. On peut dire qu'il s'agit d'un modèle binomial ouvert, un modèle binomial libre, un modèle binomial pour lequel nous ne précisons pas quelle est la valeur réelle numérique du paramètre de probabilité, par conséquent qui pourrait prendre n'importe quelle valeur. Et cette vraisemblance est à ce titre une moyenne calculée sur l'ensemble des valeurs candidates possibles. Cette approche, elle va nous permettre de comparer un modèle comme celui-là, c'est-à-dire un modèle sans contrainte, c'est ainsi qu'on parlera, avec un autre modèle qui, lui, peut très bien être contraint, par exemple, où la probabilité aura été fixée à 1/6. Voilà une base possible, une base posée, pour la comparaison de deux modèles dont l'un est contraint et dont l'autre ne l'est pas sur le paramètre de probabilité d'une loi binomiale. Dans les vidéos qui suivent, nous allons voir de nombreuses applications de ce procédé.